J'ai vu des couples qui s'installaient au travail, qui étaient des couples compliqués au quotidien, à la maison, et qui disaient on va ouvrir une maison ensemble. Et là, tu disais waouh. Parce qu'en fait, c'est difficile d'être entrepreneur. Tous les jours, t'as un problème, t'as un truc qui se crée, faut régler une machine qui marche pas, un type ou une fille qui vient pas au travail. Donc ça quintuple en fait l'effet stress. Ouais. Donc c'est compliqué quand il y a des fragilités à la maison d'ouvrir quelque chose ensemble. Ah ouais, je vois pas comment ça peut consolider le truc. Je comprends. Ok. Faut être solide. Vous avez à ce moment-là des destins professionnels séparés, puisque tu es un peu dans la bistronomie. Je suis dans la bistronomie. Et toi, étoilé. Et à quel moment ces destins séparés se... C'est parce qu'on a envie de s'installer à notre compte. Et on a envie de donner notre propre point de vue. Ouais. C'est-à-dire qu'on fantasme sur ce qu'on n'a pas fait encore. Moi, je suis dans les étoiles et je fantasme sur la bistronomie et sur la liberté du Châteaubriand et du verre volé. Et puis Laura, elle a envie de... Moi, je voulais ouvrir une trattoria parce que c'est vrai que nous, on avait des projets de famille aussi. Et puis moi, en fait, j'ai un problème, c'est que plus je vieillis, moins je veux de technique. On en a tous besoin. C'est facile, hein, une fois que tu as acquis des bases techniques, de dire que tu veux plus de technique. Mais parce que tu sais cuire des trucs, tu sais, voilà. Tu as fait les tours, tu as fait les machins. En fait, je veux plus être au service d'une technique. Ça m'insupporte de me dire je vais m'arrêter à ça, je vais faire ça, j'ai un mode opératoire imposé. Donc ça, je voulais le supprimer. Et ouais, j'ai un problème. Et en fait, imagine mon calvaire. Non, mais on se nourrit, tu vois. Il m'amène une structure, et puis moi, je pense que j'amène un truc un peu bizarre. Et puis, la cuisine, pour moi, qui incarne ça, c'est la cuisine italienne. Parce que tu as une espèce d'assaisonnement. Les légumes sont dingues, la viande est moins qualitative, donc ils l'assaisonnent beaucoup. Et le poisson est cuit de manière assez brutale ou simple. C'est pas une cuisine technique, c'est plus une cuisine de saveur, je trouve. De saveur, et puis alors les Italiens, moi j'ai découvert l'Italie avec Laura, et en fait ils ont une chance énorme, c'est que la cuisine chez eux est encore conservée par les familles et par les femmes. Là où en France, on a tout donné au chef homme. En France, quand il y a un sujet de nourriture, on appelle un chef homme. Ah ouais. Systématiquement. Ah, c'est vrai, c'est un truc de dingue. Mais les familles et le monde agricole n'a pas su, ou n'a pas voulu, ou n'a pas eu l'occasion de garder cet héritage de la nourriture, de la tradition, de la recette. Et ça crée un manque. Ça crée un manque. En Italie, ce sont les paysans qui gardent cette tradition. Il y a beaucoup d'agritourisme en Italie. Hein. Ce sont les femmes qui gardent la tradition de la recette. Et beaucoup de femmes en cuisine. Et toutes les régions ne fonctionnent pas ensemble en Italie. L'Italie, c'est 20 régions différentes. C'est un pays très jeune. Et donc, il y a des spécialités dans Avec des chaque familles. coin. En fait, c'est des familles qui tiennent les restaurants souvent. Dans la structure traditionnelle. Alors, ça se perd un peu avec les normes, etc. Mais c'est des familles et il n'y a aucun sujet sur le fait qu'une femme soit en cuisine et à la tête de la cuisine. Nous, on a fait plein de restos, des boui-boui, comme on dit en France, mais là-bas, non, ça fait partie de... C'est pas une question, en fait. Et en fait, t'as des femmes en cuisine qui donnent des ordres, qui disent machin, tout ça. Il n'y a aucun sujet. Il n'y a pas de remise en question de est-ce qu'elle a le niveau, est-ce qu'elle va savoir faire ça, machin. Non, c'est elle qui fait à manger, voilà. Point. Et moi, je voulais retrouver ça en faisant une trattoria à l'italienne à Paris. Toi, tu voulais faire ton bistrot. Moi, je voulais être libre. Voilà. Je voulais faire la cuisine comme je la concevais. On cherchait chacun un endroit. Et puis un jour, on est allé chez notre agent immobilier favori. Et il nous a trouvé un double endroit. Jean-Marie Defoy. Un homme assez remarquable. Ah ouais, c'est dingue. Le type, il te fait visiter un truc, clac. Il sait tout ce qui se passe à Paris, dans le monde des restaurants. Et alors, là où il est fort, c'est que si il voit une très belle affaire, une très belle adresse, il peut rentrer dedans tous les 3 mois pour aller voir le patron, boire un café avec lui et lui dire « Écoutez, si un jour vous avez envie de vendre, appelez-moi. » Et il va y aller tous les 3 mois. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 20 ans. Le mec est toujours là. Il sera toujours là.
On l'aime beaucoup. Ah non, mais franchement, il nous a trouvé l'endroit en 2 secondes. Et il a trouvé cet endroit incroyable où il y avait les 2 activités, en fait. Et 2 cuisines, ce qui me permettait, moi, d'avoir mon équipe. Et Christophe, la sienne, c'était... Donc là, on est dans le 17. 17e, Métro Wagram. Papillon, le garde-manger. Qui était avant le Sud-Ouest. Sud-Ouest Monceau. Hein, c'est ça, hein, le Sud-Ouest. Moi, je travaillais à côté. Monsieur Laborda, non C'est Laborda. Je travaillais à côté, moi, et parfois, on faisait les déjeuners, les déjeuners au Sud-Ouest. Ah, mais c'était une grande... Avec le grille-pain sur chaque table. Ah ouais, avec les prises partout. Moi, je vous parle de ça il y a longtemps, hein, on va dire, de 95 à 2000. Il y avait des couples. C'est la grande période d'ailleurs. Il y avait des couples qui déjeunaient tous les jours, des vieux couples du 17e qui déjeunaient là, ils avaient leur table et tous les jours, à chaque fois que j'y allais, je les voyais la même table. Et bien sûr. Le couple en train de déjeuner, c'était génial. Nous, la clientèle, avec le grille-pain. J'aime pas trop ce mot-là, mais les gens qui venaient manger au restaurant et au traiteur dans le 17e, c'était des gens, franchement, c'était super. C'est un super quartier pour s'installer, moi. Les gens étaient sympas, ils aimaient bien manger. On a passé des belles années. Ouais. On a eu une communauté de gens qui nous soutenaient. Franchement, c'était formidable. Hein. Et qu'est-ce que vous faisiez alors chez Papillon? Donc, allez, on commence par toi. C'était quoi pas la signature, mais qu'est-ce que tu voulais qu'on y retrouve en tant que... Une très bonne cuisine, un point de vue au service de l'agriculture. C'est-à-dire que moi, je voulais prendre les légumes de Roland Rigaud, je voulais prendre le foie gras de la maison Paris à Pomarès, je voulais prendre les poissons de Manu Garec à Audierne et le cuisiner, l'amener dans l'assiette, que ce soit très bon et accessible. C'est-à-dire que ce qui me plaisait moins dans la gastronomie, c'est que c'était réservé à une élite. Oui. Et qu'ensuite la gastronomie, elle te met beaucoup de décorum. Évidemment. C'est dans des endroits très beaux, des serveurs très bien habillés, des chariots, des machins, des trucs. Donc finalement, ce que tu as dans l'assiette, c'est un peu dilué. Dans un restaurant plus simple, tu es branché en direct sur ce qu'on va te mettre dans l'assiette. Et comme c'est pas une cuisine de fête, mais une cuisine qui est plus dans le quotidien, tu vas pouvoir te permettre d'être peut-être parfois plus percutant dans tes assaisonnements, dans tes cuissons, dans ta proposition. Attends, il faisait un cochon à Utah Beach. Ah, ça, c'était cochon fermier en promenade à Utah Beach. Ah oui, bien sûr. Avec les algues, tout ça, c'était dingue. Moi, Et puis la couenne croustillante, là. Ça, c'était bon, ça. Ça, tu vois, c'est l'inverse de tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant sur la cuisine. Parce que ce plat-là, non, mais c'est peut-être le seul. Ce plat-là, je l'ai pensé comme ça, je l'ai fait, c'est tombé. Clac. Parfait. Et le gâteau au chocolat, là. Oh, ça y est. Ah ben oui, bien sûr. T'as vu, moi, j'ai fait sa promo. Ça, c'est Diego Delbecq qui l'a mis au point. Ça, j'ai raconté. Parce que quand j'ai ouvert, c'est Diego. Au Roseau, à Lille. C'est Diego qui était mon chef. Et maintenant, il est à Roseau, à Marc-en-Barreuil. Ils viennent d'avoir 2 étoiles avec Camille, son épouse. Ah ouais, ils font un travail remarquable. C'est le 2 étoiles le moins cher de France. Il faut y aller très vite. C'est fabuleux. C'est une magnifique maison. Et tous les deux, ils tiennent la maison avec beaucoup de générosité. J'avais raconté le dessert parce que moi, j'aime pas les desserts au chocolat dans les restaurants. Je trouve que c'est à 90%, c'est raté. C'est trop sucré, tu dis souvent. C'est souvent trop sucré, les températures sont pas bonnes. Souvent, il y a l'espèce de grosse tuile en chocolat qui sert à rien et qui est nul. Nul, c'est nul. Tu reprends, c'est nul. Tu dégages. Allez, dégage. Allez, hop. Donc j'ai dit, écoute, Diego, faut que tu mettes au point le gâteau au chocolat totalement raté. Je veux qu'il soit brûlé sur le dessus. Je veux qu'il soit pas cuit à l'intérieur. Je veux qu'il ait ce petit goût un peu de caramel et de fleur de sel. Et je veux qu'on le serve à la cuillère devant les gens comme ça. Avec une crème crue avec cardamome. Au début, il ne voulait pas rater. 10 fois, il m'a amené un truc, la perfection. C'était quand même un gâteau infaisable. Parce que... Donc 10 fois, j'ai dit, mais non, Diego, il est réussi celui-là. Moi, je le veux rater. Fallait le faire tempérer, mais genre hyper longtemps, tu vois, qu'il soit tiède à cœur parce qu'il était dehors depuis super longtemps. Parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est avoir toutes les consistances, toutes les textures. Dans une seule bouchée? Bah oui. Pratiquement. Ah oui. Dans une louche. C'est ça qui est bien. Je me souviens tellement de ça. Donc ça, c'est un des desserts qui a bien fonctionné. Il y a des gens ici qui viennent à Meudon et qui nous parlent de ce dessert. Bah oui. Il faudrait qu'on le refasse un jour. Ouais. Ah ouais. Ah, c'était cool. Et alors toi, tu faisais quoi, toi? Juste. Donc, on va dire que le restaurant était. Allez, je vous montre. Le restaurant était comme ça. Il y avait 2 entrées et toi, ici, il y avait un garde-manger qui était sur le côté comme ça.
Donc toi, tu faisais quoi alors? Alors, moi j'ai de la chance, en plus j'ai l'ancienne vitrine d'une charcuterie. Oui. Donc c'était cool. Bah, moi je faisais tous les plats quotidiens que t'as pas envie de cuisiner quand tu rentres chez toi. Tu vois ce que je veux dire? T'es fatigué, t'as bossé comme un dingue. Tu te dis, j'aimerais bien avoir ou un plat aux sauces, ou une viande grillée, ou un poisson simple avec une sauce vierge, ou plein de légumes. Je faisais beaucoup de légumes, de crudités. Quelques desserts très simples, genre crumble, pomme poire, des petits moelleux. Je suis pas une grande pâtissière, donc je fais des trucs simples. Mais l'idée, c'était que le midi, plutôt les jeunes qui venaient manger, ou les trentenaires, quarantenaires comme nous, qui ont bien sûr beaucoup de goût et sont dans l'excellence. Évidemment. Et puissent manger une cuisine à emporter plutôt saine par rapport à ce qu'on mange, parce qu'on avait les mêmes produits qu'au restaurant. Et puis le soir, où nous on est une famille, quand t'es fatigué, parce qu'il arrive des soirs où on n'a pas envie de cuisiner, tu peux prendre à emporter, et puis ça sera pas quelque chose de mauvais, de mauvais pour ta santé. Après les goûts changent. Puis avec beaucoup de variété. C'était essayer de donner une alternative à la pizza ou un burger ou au machin. C'est ça. On a commencé, quand tu as commencé, Deliveroo n'existait pas. Ouais, c'est vrai. C'était un autre monde. Hein. Le Covid n'était pas encore arrivé. Ah, c'était cool. C'était autre chose. Cool. C'était autre chose, mais en fait, les gens faisaient encore à manger à cette époque-là. Ouais, il n'y avait pas de... Ouais. Je savais encore cuire du riz et un bout de poisson, tu vois. Et moi j'ai commencé un commerce de proximité. C'était pas du tout pareil qu'un restaurant. Parce que quand les gens, ils amènent la nourriture chez eux, ils amènent quelque chose c'est intime en fait. Et c'est personnel. Donc il a fallu au début que lui, il était blindé de monde. T'avais à côté, t'avais le resto blindé. C'était plein instantanément. Et moi, il y avait 0 personne. Donc j'allais dans la rue, je faisais goûter mes fromages et des plats dans la rue avec des pics. Et j'ai fait petit à petit. J'ai eu quelques mangeurs, n'est-ce pas, messieurs, qui sont venus me soutenir de mes anciens restaurants. La famille. Je suis allée voir les communautés religieuses du coin, parce qu'il y a une super communauté catholique et juive dans le coin, dans le 17e, qui a été super sympa avec nous et qui est venue. Et donc ça a commencé comme ça, petit à petit. Et au bout de 1 an, il y avait une clientèle. Mais moi, je dis souvent aux chefs qui ouvrent, qui disent « Ouais, j'ai fait un trattoria comme le garde-manger parce que ça marchait bien », je leur dis souvent « Attention, la temporalité est longue quand tu ouvres un commerce de proximité. C'est pas pareil qu'un restaurant, c'est plus long, faut être... mais c'est chouette. Et à la fin, quand on a vendu nos restaurants, pour après être ici et te recevoir, et puis Christophe à Baccarat, on avait cette communauté-là qui nous soutenait. On avait créé en fait on a fermé, tout le monde est venu nous voir, c'était un moment très oui, on était personnel. Intégrés dans le quartier, on était intégrés, on avait notre place dans le quartier. On a des gens d'ailleurs qui sont toujours là, qui nous soutiennent. Enfin, c'est très joli ce que les relations qu'on crée en fait quand voilà. Absolutely. Et alors, on parlera, tu nous feras faire une petite visite pour qu'on parle spécifiquement de ce lieu-là qui est magnifique. J'ai juste quelques petites questions. Qui est pas le plus fort en cuisine, mais c'est quoi les forces et les faiblesses de chacun là? Qu'est-ce que... Nous ne sommes que force. Non, mais qu'est-ce qui fait que c'est quoi que tu aimes chez elle en cuisine et c'est quoi que tu aimes chez lui en cuisine? Moi, j'aime la spontanéité. Elle fait la créativité, la traverse. Et ça, c'est beau à voir. Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Sincérité. Ah bah moi, il est très sincère aussi. Donc, et très... alors, techniquement, c'est du caviar, Christophe, parce qu'il a une formation. Et puis même lui, il aime les gestes qui sont mesurés, intelligents. Il réfléchit à ce qu'il fait constamment. Donc, moi, ce que j'aime, je regarde souvent ses mains, c'est qu'il a un geste. Quand il traite un produit, tout ça, il y a un geste. Souvent, on en parle dans le métier manuel. Il y a quelque chose comme un héritage, en fait, en lui, qui le traverse. Et qui magnifie en fait. J'avoue que je respecte ça énormément. Et en même temps, c'est un créatif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense à des concepts, des idées de plats, même de repas. Et surtout, ce que j'aime aussi chez lui, c'est que ça commence à faire beaucoup de choses. Il met ça au service de personnes. Non, il met ça au service des gens. Tu arrêtes. Ça suffit. Mais il met ça au service des gens. C'est pas juste pour lui, quoi. C'est pas un truc égotique, et genre... Ma voiture, t'aimes bien? Non, parce qu'elle est vraiment merdique. Ma chemise. Ouais, elle est pas mal.
Non, je pense que là-dessus, on se regroupe, c'est qu'on est très différents et très compatibles, mais on fait ça au service des gens. Complémentaires, et puis on aime bien se séduire au travers de ce qu'on fait à manger. Qu'est-ce que tu aurais appris de Laura et inversement? Dans ce domaine particulier, hein. Oui. Les courgettes marinées? Non, la simplicité. ouais, la simplicité. La simplicité, puis un travail autour du végétal sur la manière italienne de faire. Ça, j'ai beaucoup appris. Ouais. Et je lui pique sans arrêt des trucs. Sans arrêt. Mais moi, je fais de l'argent avec. Quel salaud! À la maison. Oui, à la maison, elle fait un plat, elle fait un truc, tu vois. Tac, tac. Parce que moi, j'ai pas de. Et puis boum, elle met des pignons de pain et de la menthe. Moi, qu'est-ce que je fais? Qui des fois n'a aucun sens. Je mange, c'est délicieux. Je lui dis que c'est délicieux. Je lui dis, après, il me choure, tu vois. Après, j'ai un baïcara, il fait mais après, je retourne bosser. Et je fais un plat avec. Moi, je fais un plat avec. Alors, à parté personnel, du coup, qui cuisine des deux à la maison? Ah, c'est que Laura. Moi, j'ai pas le droit. Toi, t'as pas le droit d'allumer le barbecue à Parfois. la limite. Le barbecue, Sandrine. Donc toi, c'est ton côté. Il fait le barbecue. Donc on en revient à ton côté italien. Ah, j'ai pas le droit. La femme en cuisine. Moi, j'ai une conception, le repas doit être super magique en fait à chaque repas en fait. Tu vois. À la pression donc, que tu. J'ai droit tous les 3 mois. Si j'ai droit tous les 3 mois. Ouais, quand je suis fatiguée un peu. Tous les 3 mois. J'ai plus de souffle. À 12h15, elle se plante un moment. Mais c'est toujours moi qui fais à manger. La maman italienne. Et là, c'est. Et là, lui, ok. Oui. Et c'est que le lendemain, il le fera par politesse, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment donné, non, mais quand je cuisine, j'ai un souffle, tu vois. En plus, on a un jardin en Normandie maintenant dingue, il y a plein d'herbes, tout ça qu'il a planté, hein, que je ramasse. Mais, donc c'est ça. Donc j'ai besoin d'un truc, tu vois, d'un souffle, tu vois. En fait, souvent, on fait à manger pour des gens que j'aime. Ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand j'aime pas les gens, j'ai vachement plus de mal à faire à manger. Tu vois, les bouffes, c'est pas grave. Et donc, en fait, j'ai un souffle, tu vois. La meilleure, c'est sa grand-mère, parce que sa grand-mère. Ma grand-mère, c'est un. Sa grand-mère, elle achète des produits spécialement pour les gens qu'elle va inviter, mais qu'elle n'apprécie pas particulièrement. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle est dans la. C'est une énorme cuisinière. Ma mère et elle ma a des grand-mère, produits pour les gens qu'elle aime et des produits pour des gens qu'elle aime moins. Ok. Tu vois le niveau de. Les crevettes tu que vois j'ai achetées l'intention. comme ça. Clac, t'as dégage. Ah mamie, j'ai ces crevettes là, tout va bien. J'ai fait un truc. Génial. Non, mais elle est magique, mamie. Attends, très très grande cuisinière. Sa grand-mère, elle nous. Moi, elle m'a appris plein de trucs. Elle nous apprend énormément de choses et alors. Elle lâche rien. Elle connaît la cuisine parfaitement sur le bout des doigts, si tu veux. Tous les produits, toutes les techniques, elle maîtrise ça parfaitement et c'est très beau à voir. Ah, c'est une religion. C'est plus qu'une tradition, c'est une religion. Après, moi, ma mère, elle a hérité de ce truc-là, c'est-à-dire que des fois, ma mère, elle arrêtait tout pour qu'on fasse des ravioles à la maison. Nous-mêmes, des ravioles. Donc, par contre, il fallait tout ce qu'on aide. Mais j'ai eu de la chance. Il y a des moments, en fait, où voilà. Et donc, j'ai hérité de ce truc-là, où en fait, tout n'est qu'affect. Oui, mais ça rassemble aussi. Et c'est aussi ce qui nous rassemble tous les deux, c'est que moi, j'ai commencé à faire à manger pour rassembler ma famille autour de la table. Tu vois ? Et Laura a la même vision, c'est que le repas, la cuisine, c'est ce qui fait l'unité, en fait. Alors, on en parlera après, mais j'ai l'impression que ici, là, c'est ce que vous avez aussi recherché à... Absolument. C'est votre patte ici, hein, c'est ça, ouais. hein, l'idée d'accueil, de service. D'accueil et de venir autour de la table ensemble. C'est pour ça qu'ici, par exemple, on met les protéines dans une assiette et les garnitures dans une autre. C'est pas parce qu'on veut qu'il y ait plein de trucs sur la table. C'est parce qu'on veut qu'on met à table et on peut partager. C'est pas mon assiette, ça m'appartient. Ce côté-là nous fatigue un peu. Là, c'est de dire... On commande des choses, on les met là et on est autour ensemble pour profiter. Ça nous plaît bien. Et on a mis des frites, par exemple, tu vois, c'était un truc, c'était un grand débat. Nous, très longtemps, on s'est dit, on ne fera pas de frites. Mais elles sont bonnes. Et en fait, on les fait venir, c'est la variété Nazca. Elles sont envoyées par le Gros Doigt en Normandie. Elles sont fines ? Elles sont comme ça, ouais. Et la variété de pommes de terre est super. C'est le paysan qui les fabrique directement. C'est-à-dire qu'il récolte ses pommes de terre. Il a une machine pour les éplucher, pour les tailler. Elles sont blanchies une première fois et après, il nous les envoie toutes les semaines. Mais c'est génial. Parce qu'en fait, tu es au max de la fraîcheur, en fait. C'est à la meilleure qualité. Et des fois, tu as Sophie Grosdois qui nous les envoie.
Et des fois, elle m'appelle, elle dit, bah là, tu vois, la récolte n'a pas été très bonne, donc je vais avoir un peu moins de sacs, c'est pas grave, hein, de pommes de terre. Mais c'est génial parce qu'en fait, t'es en direct. T'es vraiment, il n'y a pas de filtre. Et vous les servez avec quoi alors du coup? Écoute, ici, on fait une escalope panée avec du riz soufflé qui marche très bien. Et de la chapelure. Et on fait aussi du maigre avec une sauce vierge. Là, on a aussi un petit filet de bœuf quand même, parce qu'il faut être généreux avec du poivre, parce qu'on a quand même des bons mangeurs. Et puis on a notre poitrine de cochon confite. Poitrine à l'olive. Avec de l'olive, une tapenade qu'on fait nous. Très bien. Et puis après, on a les légumes de Roland Rigaud, parce qu'on a la famille Rigaud qui est vers Herblay, dans le Val d'Oise, qui nous envoie ses bons légumes. Génial. Après, il y a toutes les entrées. On fait un pâté qui est très bon. On fait une tourte charcutière qui est très sympa, une tourte feuilletée. Tourte feuilletée qui est très bonne. On fait aussi des tomates. On a les bonnes tomates avec les haricots. On a des gros haricots comme ça du Portugal là, qui sont très fondants, magnifiques. Et puis après, on a aussi les courgettes avec pesto, buratina. Ça, c'est un peu, tu vois, c'est simple. C'est un mélange de ce qu'on aime, de ma Normandie, de son Italie. Un melting pot de tout ça, mais ça donne envie. Tu nous feras. Tu nous feras une petite visite avec plaisir. C'est très joli en tout cas. C'est magnifique. Et après, les gens sont contents d'avoir une cuisine où les enfants peuvent venir manger. C'est l'idée du lieu. Famille. Et travaille le midi, parce que ça va assez vite. Il y a un menu du midi qui est abordable. Donc, nous, ça nous plaisait de faire aussi une cuisine qui soit pas trop chère aussi. Ah oui, il faut qu'on puisse se l'offrir, sinon ça sert à rien. Oui, c'est ça. Vous pouvez en faire les deux. Et alors, si j'en reviens à votre couple, quel conseil vous donneriez à un couple qui veut travailler ensemble, qui veut ouvrir un restaurant ensemble, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous leur... C'est compliqué parce que... C'est comme si tu parlais à des gens qui viennent de se marier. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Tu peux faire comme les préparations au mariage, parler de valeurs. Faut partager des valeurs communes. Et je pense qu'il faut avoir chacun son domaine d'activité. Le conseil qu'on avait donné à Diego et à Camille, qui étaient avec nous chez Papillon, avant qu'ils s'installent, on a dit essayez de le faire chez les autres. C'est-à-dire, allez tous les deux travailler ensemble dans le restaurant de quelqu'un et vous allez voir si ça colle à peu près. Mais faites au moins l'essai avant de vous lancer dans le grand bain. Parce qu'on a vu aussi des trucs se casser la gueule. On a aussi des copains qui ont divorcé, parce qu'on ne sait pas trop bien sûr comment on va réagir. Il faut arriver à considérer que le travail aussi est moins important que la famille. C'est-à-dire que c'est très important, c'est une valeur, tu as vu, qui nous construit, qu'on incarne, etc. Au quotidien. Mais le plus important, c'est de pouvoir rentrer sans se faire la tête pour passer du temps avec nos enfants ou pas et passer un bon moment sans parler de comment j'ai cuit le canard. Nous, on avait mis les enfants aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand Émile est né, toute la première année, il était dans le restaurant. Il a jusqu'à ce qu'il marche, quoi. Et Paul, notre grand, il venait manger le midi là, il aidait des fois au service. Donc, c'était... et après, nous, on s'est très vite dit qu'il fallait qu'on mesure jusqu'où on pouvait aller ensemble, c'est-à-dire en termes de tension. C'est vrai, hein, on n'a jamais eu d'explosion, de trucs, voilà. Non. Et après, on était compatibles, c'est-à-dire que là où l'un était comme ça, l'autre... Moi, il y a eu des fois où ça se passait mal avec certaines personnes au travail, où on n'était pas... Ça arrive, hein, tu t'embauches quelqu'un, puis ça ne passe pas, puis il ne partage pas les mêmes valeurs que toi. Salut. Un canard ? Non, c'était pas un canard. Un cormoran, non ? Je sais pas. Je sais pas. Et alors, Christophe, il a une autorité, il a du panache dans sa façon de manager. Il me protégeait de ça, de ces échanges qui servent à rien, de cette tension, d'une colère, enfin. Et puis moi, des fois, j'appenais un truc plus familial, plus maternel, plus féminin. Et donc, on est un homme et une femme, hein, et là-dessus, on était assez... complémentaires. Très complémentaires. On a eu de la chance. Mais le facteur chance, tu ne peux pas l'expliquer. Parce que... Mais c'est comme dans les couples. Oui, bien sûr. Quand tu rencontres ton époux, ta femme, ça peut marcher ou pas. Mais c'est vrai que le conseil de dire essayez déjà dans une maison pour voir si vous êtes compatible au travail avant de vous lancer vous. C'est bien. Ça permet d'avoir au moins un petit sas, un premier sas, et de te dire ça va le faire ou pas, quoi. Et n'imaginez pas que les tensions qu'il y a à la maison, si elles sont nombreuses, disparaissent au travail. Parce que si des fois c'est tendu à la maison... Un message, T'as entendu comment il y a un message. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu des couples qui s'installaient au travail
et qui avait des fois qui étaient des couples compliqués au quotidien à la maison et qui disaient on va ouvrir une maison ensemble. Et là tu disais waouh, parce qu'en fait c'est difficile d'être entrepreneur. Tous les jours t'as un problème, t'as un truc qui se crée, faut régler une machine qui marche pas, un type ou une fille qui vient pas au travail. Donc ça quintuple en fait l'effet stress. Ouais. Donc c'est compliqué quand il y a des fragilités à la maison d'ouvrir quelque chose ensemble. Je vois pas comment ça peut consolider le truc. Je comprends. Ok. Faut être solide. Écoutez, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai quelques questions comment on fait? Je les pose aux deux ou à un? Comme tu veux. Qui sait? Allez, aux deux. Toi d'abord. Si tu devais cuisiner un plat pour quelqu'un de vivant ou mort, ce serait quel plat et pour qui? Tu vois, tu dis tiens, j'aimerais cuisiner pour... Attends, vas-y toi d'abord. Paul McCartney. Je rêve de cuisiner pour Paul McCartney. Et tu lui ferais quoi? Je lui ferai que du végétal, parce qu'il est végétarien depuis 1971. Et je ne sais pas du tout ce que je lui ferai. Ok. Mais du végétal pour Paul McCartney? Oui. Génial. Et toi alors? Moi, je suis très dans l'instant T, donc j'ai du mal à concevoir un repas pour quelqu'un de mort. Même si j'ai du respect pour plein de gens. Il peut être vivant. Et, vivant ou mort nous, on a fait à manger pour Alain Passard une fois. C'est bon. Le GOAT. C'est bon. Elle a réalisé son rêve. J'ai réalisé mon rêve. Ok. Et t'avais fait quoi? Toi, t'avais fait une pintade, non? On avait fait une pintade, on avait fait une côte de bœuf, on avait fait des légumes. Ouais, c'était bien. Ouais, puis c'était cool. C'était bien. Puis il était sympa. Et puis, moi, je dois dire que j'ai la chance aussi de faire à manger à Alain Ducasse. Ouais, c'est quand même cool. C'est ce qui me fait le plus plaisir au monde. Pourquoi? Pas du tout parce que c'est le plus grand chef du monde. Parce que c'est un homme qui a un avis. Quand tu lui proposes quelque chose, que ce soit de la nourriture d'ailleurs, ou de l'architecture, il a un avis, il a un point de vue, il partage et il rebondit en permanence. C'est-à-dire que quand tu lui dis tiens, j'ai envie de travailler un riz de veau machin, as-tu goûté le riz de veau d'un tel? Est-ce que tu es allé voir dans tel restaurant? Est-ce que tu as regardé tel livre? Et donc, c'est un homme qui, en permanence, comme ça, est dans le fait de se nourrir. Et cette relation que j'ai avec lui depuis tant d'années, je la chéris parce qu'elle est très intense et très agréable. Et moi, après, j'ai un problème, c'est que j'aime faire à manger aux gens que j'aime. Mais vraiment. Donc, j'ai pas du tout cette conception de devoir faire à manger mieux ou de rêver de faire à manger à quelqu'un parce qu'il incarne quelque chose. Pour moi, je serais plus ravie de discuter avec lui et d'apprendre qui il est, tu vois, et de partager un truc, plutôt que d'avoir à lui montrer ou lui faire goûter quelque chose, tu vois. Très bien. Parfait. Moi, je suis contente, on devient amis, je fais à manger, je serais très contente, ça me réjouit. C'est Toto, la réponse c'est Toto. Toto. Oh oui. Faire à manger à Toto. Ok, c'est noté. Et je dirais, as-tu des intolérances? Non, zéro. Non. Eh ben très bien. Zéro, je mange tout. Et la liberté. Ouais. Et tu vois, on est en Normandie. Intolérance zéro, on devrait, tiens ça, voilà. Intolérance zéro. Voilà, tu vois là, clac, ça peut être un plat. Un super slogan. Intolérance zéro. Oh putain. On vient de trouver un plat. Ouais, ok. Et tu sais ce que ça va être comme plat? Non. On va prendre la liste des intolérances et on va toutes les mettre dans un plat. Et on va l'appeler le plat intolérance zéro. Gluten, cacahuètes. Je veux goûter ce plat. Ouais. Je veux goûter ce plat. On vient de créer un plat. Ok, je veux le goûter. Et tu vois, mon autre kiff, comme on dit, c'est d'aller faire les courses. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais tu vois, en Normandie, quand on fait à manger, je vais chercher les meilleurs coquillages, je vais chercher le meilleur beurre, je vais chercher les légumes du mec qui vend ça à Canibarville avec sa femme, dans un truc paumé où il y a un type qui vend des poissons aussi en direct. Tu vois, et ça me... C'est ton kiff. Ah ouais, de dingue, mais je perds une journée. Hein. Et tu gagnes une journée. Et tu vois, non mais j'adore. Et j'ai recensé en Seine-Maritime tous les endroits où tu dois aller. Quasiment. En 2 ans. Mais c'est le conseil qu'il faut donner aux gens aussi. Le plaisir de faire à manger, c'est de faire le marché. Ouais. Mais ouais. Le plaisir de la table, c'est de faire le marché en fait. C'est de rencontrer, c'est de sentir. Ouais, puis tu papotes avec le type qui fait la queue, avec le type qui vend le poisson. C'est génial. J'adore. Faut du temps pour ça. Bah oui. Ouais, faut du temps. Ouais. Mais il faut le prendre. Ouais, c'est important. T'as raison. En parlant de temps, vous êtes prêts? Oui. Là, c'est chaud. Pardon. Attention, c'est pour toi d'abord. Allez, donne-moi une recette en 1 minute chrono. Comme ça, t'as le temps de réfléchir à la recette en 1 minute chrono. 1 minute chrono.
Une Tac. recette Tac. recette de quoi? Ce que tu veux, 1 minute chrono. J'ai eu des asperges, j'ai eu des œufs au plat, j'ai eu un truc qui te passe par la tête en 1 minute chrono. C'est dur. Hein. Aucune idée. Si, pardon. Vas-y. Une recette qu'on fait en ce moment. Tu prends du salade de tomates. Tu prends des tomates que tu mets dans un mixeur. Tu les mixes avec ton vinaigre, avec ta vinaigrette, ton vinaigre, ton huile d'olive, Moutarde? ton oignon. Okay. Non, plutôt pas. Si les tomates sont bonnes, t'as pas besoin. Ok. Tu débarrasses ça au frigo et le lendemain, tu coupes tes tomates et tu assaisonnes avec cette vinaigrette à la tomate. Et là, tu as la meilleure salade de tomates de la terre. Ok. Mmh. Recette de Frédéric Grasser-Hermé. Ah ouais, un peu aussi notre copine, mentor. Notre copine Génie Mentor. Ouais. Et non, alors moi, si ce sera en 1 minute, je prends les légumes actuellement, on va dire, c'est le début de la courgette, un peu dans le jardin. Tu les coupes en 2, tu mets dans une plaque au four, préchauffée toujours. Huile d'olive, ail, les herbes que tu as, sèches, genre sauge, romarin, ce que tu veux, thym, claque, sel, au four avec de l'ail écrasé à l'arrache. Tu sors, tu mets un petit coup de vinaigrette ou de citron dessus. Tu mets le fromage qui te reste, genre si tu as de la feta, moi j'ai toujours de la feta, ou burrata, ou mozzarella. Herbe slicée, tu vois, à l'arrache, machin, et oignon cru. Voilà. Ok, parfait. Très bien ça. Question suivante, on arrive à la fin. Hein. Qu'est-ce que vous voudriez que les clients retiennent ici de leur venue, de leur dîner ou déjeuner ici dans ce restaurant? Moi, j'aimerais que la nourriture soit à la hauteur du cadre, tout simplement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y ait cette espèce d'harmonie, en fait, entre ce qu'on mange et là où on est. Ouais. Qui passe un bon moment global. Hein. Ok. Qu'il n'y ait pas de tension. Si vous deviez ouvrir un restaurant à l'étranger, ce serait où et ce serait quoi comme restaurant? Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Ah ouais? Non. Ok. Non, parce que quand tu as grandi en France dans ton métier de cuisinier, tu as accès au meilleur de l'agriculture et à l'étranger, c'est pas possible de le faire. Donc ça ne serait que déception permanente. Donc, no way. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, quand tu vas à l'étranger, ils sont assez forts pour faire très bien chez eux, en fait. Le mythe de je vais venir chez eux et puis je vais ramener quelque chose ou machin, je serais plutôt dans l'optique d'aller chez eux, de découvrir leur identité C'est pas notre place. et de voir ce qui se passe. Et puis de laisser chacun, pas chez soi, parce que c'est terrible, mais dans un échange à égalité, en fait. Ah ouais, ok. Et c'est plus ça, en fait. Après, moi, je conçois le fait qu'on s'installe ailleurs, qu'on ouvre des choses, etc. Surtout à un certain âge. Et alors, on continue. Alors, plus que 2 questions et c'est fini. Hein. C'est quoi votre plaisir coupable en matière de nourriture? Beaucoup, attends. Mais s'il y en avait un où tu dis, ok, il y a un truc là. Frites, camembert plâtreux. Hein, donc il faut vraiment que tu aies le plâtreux, mayonnaise industrielle et tabasco. Donc alors c'est très simple, tu mets les frites dans ton assiette, il le fait. Tu coupes le fromage assez fin, tu le poses sur les frites pour juste pas qu'il soit chaud, hein, mais juste qu'il soit pas froid. Ouais. Mayonnaise, tu mets le tabasco sur la mayonnaise et voilà, tu manges ça. Alors moi, tu m'as demandé, je t'ai répondu. Ah ouais, j'adore. Moi, j'ai un plaisir coupable par jour. Ouais. J'en ai des récurrents, par exemple, je suis dépendante à la Nutella et j'essaie de me sevrer depuis que j'ai 40 ans. Donc ça, c'est très mal, mais j'ai testé toutes les autres pâtes à tartiner. C'est depuis hier, apparemment. Non, depuis un mois. Depuis un mois, j'en ai pas pris. Et j'ai l'impression. Et tu le vis comment? Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Bravo. Mais j'ai remplacé ça par la confiture de fraises, parce que quand on a pas mal de fraises en Normandie, je fais de la confiture. Et avec les fraises entières, tu sais, les morceaux là, les gros morceaux. Et tu sais, pas collés, tu sais, donc avec le sirop là. Et ça, j'ai un autre problème, c'est que quand j'ai du pain grillé, parce que j'ai trouvé le mec qui fait le bon pain, tu vois, bon. Ouais. Et que ou de la brioche, et qu'on l'a grillé, la brioche feuilletée là, c'est en grosse tranche, un peu cramée, tu l'as? Je l'ai. Et que t'as la confiture. Et que la confiture, elle est ouf, et ben je fais un tiers de confiture, un tiers de pot toute seule, tu vois. Alors, moi, ma question, c'est... Un demi. Tu mets entre la brioche et ou le pain et la confiture beurre ou pas beurre, toi? Ça dépend. Déjà, faut trouver le bon beurre. Si tu mets beurre, là, Putain, un beurre salé. C'est ouf. C'est bon, mais déjà, dans la brioche, il y en a beaucoup.
Ouais, parce que moi, je trouve une brioche où il y a beaucoup de beurre dedans. Il y en a jamais trop, moi, je trouve. Je suis assez d'accord à ce moment-là du petit-déj, il y en a jamais trop de beurre. Par contre, comme la brioche est chaude, moi, j'aime bien quand il fond un peu. Ah bah évidemment. Tu vois? Ah oui, ah bah oui. À choisir fondant. Ah bah oui. Et puis quand tu soulèves, t'as encore du beurre en dessous. Oui, bien sûr. Mais après, tu dois le manger, donc tu recoupes une tranche. Exactement. Et après, mais pourquoi manger cette tranche avec le beurre sans la confiture? Et oui, donc tu reprends la confiture. Et donc tu arrives à ton demi-pot vide. Oui. Tout très vite. Ok. Voilà. Ok. Allez, la dernière question. C'est quoi le plat qui vous ramène en enfance? Les pâtes. Pasta? Les pâtes, ouais. Et toi? Endive et jambon. Ok. Les pâtes. Les anchois aussi. Les anchois marinés. Ouais. Marinés, juste huile d'olive? Bah, tu vois, ma mère, elle achetait les anchois l'été. Après, on enlevait la tête et la colonne vertébrale, là. Après, il y en avait un qui vidait vraiment la petite la petite écaille, enfin les écailles machin. Et après, il y en avait un qui les rinçait, tu vois. Donc, on était 4 enfants, donc on est 4 enfants. Donc, il y avait une suite de nains, tu vois, comme les Dalton. Et après, elle mettait un peu de vinaigre et elle les laissait perdre un peu de jus et de sel. Et après, elle les faisait mariner avec du citron, un peu d'ail, du persil, tu vois. Et ça, c'était magique. Très bien. Je vois très bien. Tu vois. Et de l'huile d'olive, bien sûr. Sur du pain après? Tu les mangeais comment, toi? Bah écoute, il y avait toujours du pain. De toute façon, il y a toujours trop de pain chez nous. Il n'y a jamais trop de pain là aussi, c'est comme le beurre. Donc, il y a toujours du pain, ça c'est sûr. Donc tu mangeais ton pain, tu vois. Et tu mangeais tes trucs et souvent il y a du parmesan avec. Ah oui. Génial. Et on n'a pas été obèses tous, hein. Donc c'est quand même une chance. Tous. Non, on l'était pas. Bah oui. Donc tu vois, c'est un miracle. Hein. Ou pas. Les produits peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qui fait que... Beaucoup de légumes, ouais. Ouais, tu vois. Mille merci pour ce rendez-vous. Merci Toto. Je vais terminer par un truc. Bougez pas. Ah, on fait un selfie ou t'es avec nous ou pas? Ah bah non, moi je vous prends. Ah bon? Ah mais oui. Alors attends, on fait un rapprochement. Exactement. On fait un rapprochement. Salut toi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3 soleil. Wow. Je vais refaire une série. Et là, vous avez 400 photos. C'est ça. En fait, t'étais paparazzi avant de faire la vidéo, non? Ouais, exactement. Oh, magnifique. Allez, une petite dernière, parce que j'en ai pas fait assez. Merveilleux. Bonjour, messieurs. Là, il y a le perso. Hein. Ils font le meilleur perso de France. T'as les légumes de Roland Rigaud. Et là, il y a Seydou, notre chef plongeur. Ok. Voilà. Bonjour, chef. Monsieur Nadir, qui est très fin dans les assaisonnements. On a Vadim qui est aux cuissons. Il est bien jeune pour les cuissons, mais genre vachement bien. C'est le chef qui chapeaute tout ça. Yann Gerbou. Vous cuisinez sur quoi, du coup, pour les cuissons? Un peu de tout? Induction plancha. Induction plancha? Ouais, et après, t'as des fours mixtes. Ok. Et t'as le steam là-bas, c'est une chauffeuse basculante. D'accord. Et dedans, tu peux faire des fricassés de viande et cuire avec des bouillons. C'est pas mal. C'est des méthodes qu'on utilise dans les collectivités, mais moi j'en avais un quand j'avais mon traiteur. Et ça me permettait de faire des grandes bœufs bourguignons, des grandes joues braisées, des pot-au-feu, tu vois. Tout ça, tu peux faire dedans. Entre l'extérieur et l'intérieur, il y a combien de couverts, du coup? C'est immense. 240. Du coup, ici, vous avez une très belle terrasse. Il y a de quoi faire des cocktails. L'après-midi, il y a des tea time le week-end. En face, tu as la guinguette. Tu vois, là où tu vois les petites lumières. C'est un petit endroit simple. Nous, on ne gère pas là-bas, mais c'est quand même sympa. Tu peux manger des hot dogs, des glaces, des bières, tout ça. Tu es quand même dans un cadre qui est assez dingue. Ah non, mais c'est tu as des œuvres d'art qui évoluent avec le temps. Et après, c'est vrai que le cadre, il est dingue. Tu peux pas être énervé dans un cadre comme ça. Non. Tu veux pas être con, je trouve. Bah non. Bah oui. C'est ce qui est. Tu peux pas être con. Et ici, tu as le hall Eiffel, en fait, où ils faisaient des ballons dirigeables avant. Et tu as des expos dedans, des événements, blablabla. Toute la structure, elle a été rénovée et c'est une structure Eiffel. Donc tu vois. Et après, tu peux faire le petit tour en forêt. Bien, Giorgio, on va faire un tout début de petit tour en forêt. Un début, ouais. Terminons par cette maison quand même. Non, mais cette maison, elle est ouf. Elle est ouf. Moi, j'adore ça. Ça te rappelle pas le boulot? Ah non, mais je trouve ça ouf. En plus, c'est une super idée, en fait. Ah, mais c'est magnifique. Après, je me dis toujours, est-ce que le mec, il a accumulé toutes ses casseroles avec le temps? Ou est-ce qu'il a dû investir? Vide-grenier ou usage personnel? C'est que de l'étain, quasiment. Ah bah, on va terminer la guinguette. Regarde. Tu vois, là, t'as le parc pour enfants.
Alors ça, c'est un cormoran qui s'est fait pétroliser la tronche. C'est un cormoran mourant. Ouais, un cormoran mourant. Et donc là, tu as la guinguette. Et là, tu vois le resto, la vue, elle est sympa. Avec aussi. la vue du resto de l'autre côté. Non, ici, c'est très pluriel en prestations. Et puis, pour les familles, c'est top. Ouais. Nous, notre petit, il a fait la visite virtuelle du Hall Eiffel et tu bois virtuellement un verre de vin. Et il était trop fier. Ah merde, on en est là. Il m'a dit, maman, j'ai bu un verre de vin. J'ai virtuellement, Émile, virtuellement. Alors ici, la guinguette n'est pas habitée vu qu'elle est fermée actuellement. Vu qu'elle ouvre le soir. Et là, putain, regarde, t'as l'impression d'être pas à Paris. Ouais, là, t'es pas à Paris. Hein? C'est cool quand même ça. J'adore. Laura, c'était magnifique. J'ai adoré ce moment passé Giorgio. en votre compagnie. Merci. Un grand merci à Laura et Christophe pour cette livrée avec autant de sincérité. Je sais pas vous, mais moi, comment dirais-je, voilà, Laura, son côté un peu italien, quoi, méditerranéen, on va dire, et Christophe beaucoup plus posé. Enfin voilà, on sent une passion, une complémentarité et vraiment une même idée de la cuisine que je trouve vraiment super chouette. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je goûterai le fameux plat qu'il pourrait imaginer. Et là, je peux vous dire que là, je vais inonder les réseaux sociaux avec ça. Hein. Vous êtes prêts, hein? Donc, si vous aussi, vous avez aimé ce rendez-vous, n'oubliez pas, pouce bleu, on like, on commente, on s'abonne à la chaîne YouTube, les déclinaisons TikTok et Insta pour les plus foufous d'entre vous. N'hésitez pas à aller me voir aussi sur ces réseaux sociaux-là. Je poste des vidéos un petit peu différentes. Vous verrez des behind the scenes avec Giorgio derrière la caméra, Arnaud qui se promène un peu partout, avec Marine qui danse, enfin des trucs complètement improbables. Ça, c'est sur Insta et TikTok. Giorgio me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, allez voir sur Insta si vous voulez savoir de qu'est-ce que je raconte. Ce sera là-bas et nulle part ailleurs. Dernière chose importante, je vous mets en lien aussi les réseaux sociaux des deux chefs, de Laura et Christophe. Si vous voulez faire un tour sur leurs réseaux sociaux, c'est hyper bien. Voilà, merci encore, ça m'a donné faim, il est midi. Donc je vous laisse, parce que là j'ai la fringale, il faut que j'aille manger. À la vendredi prochain, 18h, pour un nouvel épisode des chefs se mettent à table.